Alors, on peut passer à la deuxième vidéo où on va corriger donc les deux premiers exercices du TD numéro 8 sur la diffusion de particules, donc le transport de particules microscopiques dans un support matériel. Donc, je vous rappelle que ce phénomène de transport de particules microscopiques dans un support matériel, il est global, il est moyen, il est macroscopique. On sait qu'au niveau microscopique, les particules microscopiques ont une trajectoire complètement chaotique, hein. On parle de marche au hasard, de mouvement brownien, et nous on s'intéresse uniquement au mouvement d'ensemble, au mouvement global, moyen, macroscopique à l'échelle humaine, à l'œil nu si vous voulez. Alors on commence par une première application, l'exercice 1. Alors on s'intéresse au phénomène d'évaporation. Alors l'évaporation, c'est pas la même chose que la vaporisation. Donc la vaporisation, c'est un corps pur. Par exemple ici de l'éther liquide qui se transforme en éther vapeur. Voilà, avec l'équilibre éther liquide, éther vapeur à une certaine pression, une certaine température, mais il n'y a rien d'autre. L'évaporation, c'est lorsque de l'éther liquide, par exemple, se transforme en vapeur d'éther, mais dans un autre milieu, et en particulier ici dans l'air. Alors c'est pareil, quand vous mettez du linge à sécher dehors, c'est de l'évaporation d'eau dans l'atmosphère, c'est pas vraiment de la vaporisation, puisque l'eau n'est pas pure, c'est pas un corps pur. Donc on va s'intéresser à la modélisation d'un phénomène d'évaporation. Donc ici l'évaporation de l'éther liquide dans l'air. Donc on a rempli un récipient avec de l'éther liquide sur une hauteur h0 à t égale 0. Au-dessus il y a de l'air, donc on connaît la température. Voilà, donc au-dessus il y a de l'air, pour l'instant de l'air pur. Et à partir de t égale 0, il y a donc une zone riche en éther, une zone pauvre en éther. Un phénomène spontané donc de diffusion de molécules d'éther dans l'air. Alors, dans le volume d'air du flacon, on vous dit de négliger la convection. Alors, on va supposer que c'est parce que le flacon il est relativement petit. Bon, en fait, c'est l'hypothèse du modèle. On néglige la convection dans le tube cylindrique. Je ne vous cache pas que, en réalité, expérimentalement, ça va être très très difficile d'empêcher la convection naturelle dans l'air du flacon, même si c'est un tout petit volume d'air. Lorsqu'on peut vraiment négliger la convection naturelle dans l'air, c'est par exemple la tranche d'air dans le double vitrage, par exemple, hein. Bien, en tout cas, c'est l'hypothèse qui est proposée pour modéliser le phénomène. Donc dans ce volume d'air qui va être le support matériel, donc un gaz, on va supposer qu'il n'y a pas de mouvement, donc il n'y a pas de convection, pas de déplacement macroscopique, il reste fixe. On va donc avoir un déplacement moyen, global, de molécules d'éther, donc du bas vers le haut. Alors, ce déplacement va être modélisé par un phénomène unidirectionnel cartésienne, évidemment, et on va se placer en régime quasi stationnaire, puisqu'on vous dit que le niveau H2T d'éther liquide, bien sûr, il va diminuer au fur et à mesure que le temps s'écoule, mais très lentement au cours du temps. On pourra faire une remarque tout à l'heure. Alors, ça commence par la démonstration de l'équation de diffusion, bien sûr, des molécules d'éther dans l'air, donc l'équation de diffusion vérifiée par petit nzt, c'est-à-dire la densité particulière en molécules d'éther dans l'air du tube. Donc ce sont bien les particules microscopiques molécules d'éther qui vont donc diffuser, puisqu'on suppose qu'il n'y a pas de convection, dans le support matériel qui est de l'air. Je vais donc m'intéresser à une petite tranche d'air entre Z et Z plus dz, ce que j'appelle des taux, et je vais faire un bilan de molécules d'éther dans des taux entre T et T plus dt, c'est plus le premier principe. Le vecteur Jn qui caractérise donc le déplacement par unité de surface par unité de temps des molécules d'éther, donc le déplacement global, hein, moyen des molécules d'éther dans l'air. Donc il est bien dirigé vers les Z croissants, il dépend que de Z, et la densité particulière en molécules d'éther, même chose, ça dépend que de Z. Alors, entre T et T plus dt, le nombre de molécules d'éther, donc dans des taux à T plus dt, moins le nombre à T. Alors, on va considérer que c'est nul puisqu'on est dans la RQS, donc dans les régimes quasi stationnaires. C'est le nombre qui rentre dans la tranche moins le nombre qui sort, plus éventuellement le terme source, mais il est nul ici, dans l'air, il n'y a pas de terme source. Ce qui rentre, c'est directement donc Jn fois la surface fois le temps. Et ce qui sort, c'est Jn en Z plus dz fois la surface fois le temps. Voilà, il y a le terme qui rentre en Z, le terme qui sort en Z plus dz, et c'est tout. Donc là, le développement limité donne directement djn sur dz égale 0, donc Jn en fait ne dépend que du temps, et aura la même valeur quel que soit Z. Donc le Jn, c'est le même partout quel que soit Z. En appliquant la loi de Fick, puisqu'on considère qu'il y a une diffusion pure de molécules d'éther dans l'air du tube, d'après l'énoncé, je répète, ça va être très difficile en pratique à réaliser, j'ai l'équation différentielle vérifiée par petit n. J'en déduis donc, dans la question 2, la forme mathématique de petit nzt, donc de la densité particulière en molécules d'éther dans l'air.
Pour trouver A et B, en fait, on va chercher que A, ça va être suffisant. On a les conditions limites. Donc en Z égale grand H tout en haut du tube, on considère qu'il y a une convection naturelle cette fois, puisque là on n'est plus dans l'air du tube, on est dans l'air ambiant tout autour, et que les molécules d'éther sont évacuées par les courants d'air. Donc on va supposer que la densité en molécules d'éther s'annule en Z égale grand H, car les molécules d'éther vont pas pouvoir rester en haut du tube, elles vont être entraînées par des courants d'air très très loin. Et à l'interface entre l'air et l'éther liquide, donc en petit h de t, c'est justement ce qui nous intéresse, hein, on va supposer que ça vaut n0. Et on va voir tout à l'heure comment évaluer ce petit n0. Donc là, on a l'interface entre l'air et l'éther liquide. Et on fait intervenir la fonction petit h de t, donc le niveau d'éther liquide dans le tube, et c'est ce qui nous intéresse, hein, puisqu'on cherche l'équation différentielle vérifiée par petit h de t. Voilà, donc j'ai déterminé la constante à 2t, enfin la fonction du temps à 2t, en faisant la différence des deux. Ensuite, j'ai appliqué la loi de Fick pour avoir Jn. Et j'ai donc l'expression de Jn, indépendante de Z, ça je le savais. Et ça fait intervenir bien sûr petit h de t. Alors, on va s'intéresser au N0. En Z égale h de t, on a une interface avec à l'équilibre de la vapeur d'éther, bien sûr pas toute seule avec de l'air, mais quand même de la vapeur d'éther et de l'éther liquide. On a donc un équilibre thermodynamique entre de la vapeur d'éther et de l'éther liquide. On peut donc considérer que la pression en vapeur d'éther, donc la pression partielle en éther dans l'air, c'est bien la pression de vapeur saturante de l'éther qui est donnée dans l'énoncé. Je considère qu'on peut appliquer la loi des gaz parfaits pour cette vapeur d'éther à cette interface en équilibre avec l'éther liquide. Donc Psat fois V égale nRT, où N c'est le nombre de moles dans un volume V. Alors je divise tout de suite par le volume V. J'ai grand N sur V, donc la concentration en mol par litre, et en multipliant par le nombre d'Avogadro, en divisant pardon par le nombre d'Avogadro, donc j'ai bien la densité particulière petit n0. Donc petit n0 c'est le nombre de molécules d'éther mètre 3. Grand N sur V c'était le nombre de moles mètre 3. Et donc dans une mole il y a Na molécules, hein, c'est le nombre d'Avogadro. Donc N0 sur Na c'est bien grand N sur V. La concentration en mol par mètre cube. J'en déduis donc l'expression de N0, donc la densité particulière en molécules d'éther dans l'air, à l'interface entre l'air et l'éther liquide. Ça fait intervenir la pression de vapeur saturante, R, la température et le nombre d'Avogadro. Je remplacerai quand ce sera nécessaire. Ensuite, je vais m'intéresser à ce qui se passe entre T et T plus dt. Alors à la date T, le niveau d'éther liquide c'est H de T. J'ai fait une erreur ici, c'est le contraire, pardon. À la date T, le niveau est plus élevé, hein. Donc là, attention, là vous changez, vous mettez T plus dt, là vous mettez T. Donc entre T et T plus dt, j'ai un volume d'étau d'éther liquide qui disparaît. Donc je répète, là je me suis trompé, là c'est T et là c'est T plus dt. Donc j'ai un volume d'éther liquide qui disparaît entre T et T plus dt. Que sont devenues ces molécules d'éther liquide qui étaient dans d'étau à la date T? Elles ont diffusé, elles sont passées dans l'air par diffusion. Alors je vais calculer le nombre de molécules d'éther présentes dans ce volume d'étau. C'est donc égal à la masse, donc la masse volumique mu fois le volume. Le volume, c'est donc SDH, avec un signe moins parce que DH est négatif, hein, j'explique ici. Donc ça, c'est la masse volumique fois le volume, donc la masse du volume d'étau. Et il faut en déduire le nombre de molécules d'éther. Donc je divise par la masse molaire, donc la masse d'une mole, et je multiplie par le nombre d'Avogadro. Donc là, j'ai bien delta N, le nombre de molécules d'éther présents dans ce volume d'étau, d'éther liquide à la date T. Et à T plus dt, ce nombre de molécules d'éther, il est passé dans l'air par diffusion. Donc c'est bien égal à Jn SDT, avec Jn, le vecteur densité de flux de molécules d'éther, qui ne dépend pas de Z d'ailleurs. Donc il a la même valeur ici ou plus haut. J'ai remplacé Jn par son expression, N0 par son expression. Et c'est là que je vois que le nombre d'Avogadro, il va simplifier. En fait, j'en avais pas besoin. Alors, je réexplique ici parce que c'est peut-être pas évident. Le nombre de molécules d'éther présents dans cette tranche d'étau, donc c'est la masse, donc la masse volumique mu fois le volume, donc moins SDH, puisque DH est négatif, puisque H va diminuer. Donc voilà, donc là j'ai la masse, je divise par la masse molaire, donc j'ai le nombre de moles, et je multiplie par le nombre d'Avogadro pour avoir le nombre de molécules. D'accord? Je répète, ici il y a une erreur, je viens d'en apercevoir. H à T plus dt, bien sûr, c'est plus petit que H à T. Là c'est H à T et là c'est H à T plus dt. Et on voit bien donc que DH est négatif puisque H diminue dans le temps.
Bien, on obtient donc une équation différentielle vérifiée par petit h. Alors bien sûr, elle est non linéaire, hein, c'est ce qui était demandé. Dans la question 3, on va la résoudre par séparation des variables. Donc on multiplie petit h moins grand h, le dt de l'autre côté, et là on intègre avec une constante d'intégration. Or, à t égale 0, h égale h0, donc on en déduit la constante d'intégration et l'expression mathématique entre petit h et le temps. Alors, c'est pas la peine d'en déduire h de t égale quelque chose, c'est pas ce qu'on demande, on veut simplement évaluer le temps de disparition de l'éther liquide, donc quand petit t égale grand delta t, le temps de disparition de l'éther liquide, petit h vaut 0, et on obtient donc grand delta t. L'application numérique donne à peu près 5 jours. Donc, c'est-à-dire s'il n'y avait que la diffusion pure dans l'air des molécules d'éther, il faudrait 5 jours pour faire disparaître l'éther liquide. Alors, rapidement, on vérifie l'hypothèse de la RQS. Donc, le temps de diffusion de molécules d'éther dans l'air, j'ai dit que c'était grand H carré sur grand D, avec grand H, la valeur maximale, l'épaisseur maximale d'air. Donc, comme ça, j'ai un taux diff le plus grand possible. Je trouve 2667 secondes. Ça reste bien sûr beaucoup plus petit que le temps de disparition de l'éther liquide, 41 000 secondes. Donc, la RQS ici, c'est parfaitement cohérent. Mais en réalité, bien sûr, on ne pourra jamais faire cette expérience et vérifier que ça prend 5 jours, car il y aura toujours de la convection naturelle dans l'air du tube. Voilà, même surtout si le tube il est ouvert à l'air libre en haut, hein, donc ça paraît vraiment très difficile à réaliser. Mais bon, on a réalisé la modélisation, hein. Alors, on termine par un deuxième exercice où on va s'intéresser à la diffusion de molécules de nicotine à travers la peau. Alors en effet, pour les gens qui veulent se sevrer de la nicotine, donc du tabac, hein, arrêter de fumer, eh bien, on vous propose pour la nicotine, puisqu'il y a une addiction à la nicotine, hein, de coller un patch sur la peau, en général sur le bras, donc un patch environ 1 mm d'épaisseur, on vous dit, donc la nicotine elle est présente à l'intérieur, voilà, une surface S, et le but c'est que la nicotine diffuse naturellement à travers la peau, et de l'autre côté de la peau, il y a des capillaires sanguins qui vont capter les molécules de nicotine et les transporter donc dans le sang, et évidemment vous donner l'impression d'avoir votre taux de nicotine comme si vous aviez fumé des cigarettes. Donc 30 cm². Alors un patch de nicotine chez le pharmacien, bon, il y a différentes teneurs évidemment en fonction de votre addiction. Là on vous dit 25 mg de nicotine et actif pendant 21 heures, ça c'est ce qu'affiche la boîte. 1 mm d'épaisseur, on le colle sur la peau, voilà. On pourra considérer que la densité particulière en nicotine reste uniforme dans le patch, donc sur le millimètre d'épaisseur. On vous donne la masse molaire de la nicotine, bon, on verra si c'est vraiment utile. L'épaisseur de la peau, on va aussi prendre 1 mm pour l'épaisseur de la peau. Sous la peau, des capillaires sanguins captent la nicotine et l'emportent par convection forcée, puisque c'est le sang qui circule dans les capillaires sanguins qui va entraîner, bien sûr, les molécules de nicotine. Le coefficient de diffusion des molécules de nicotine à travers la peau, c'est de l'ordre de 10-10 m²/s -1. Donc la peau, c'est un support matériel, c'est pas vraiment un solide, c'est pas vraiment un liquide, bon, mais bon, on vous donne le coefficient de diffusion, c'est ce qui compte, et le nombre d'Avogadro si nécessaire. Démontrer l'équation de diffusion pour une situation unidirectionnelle cartésienne sans source, c'est ce qui va concerner les molécules de nicotine dans la peau. C'est là. Donc la peau, entre x égale 0 et x égale E, si j'appelle E l'épaisseur de la peau, l'axe des x, les zones riches en nicotine, les zones pauvres en nicotine, donc le JN évidemment il va être selon UX dépendre que de X, et la densité en nicotine dans la peau ne dépendra que de X aussi, on est bien en situation unidirectionnelle cartésienne. Je considère un petit élément de volume d'étau SDX entre X et X plus DX dans la peau, et je fais un bilan de molécules de nicotine entre T et T plus DT, j'ai pas tout écrit. Le nombre de molécules de nicotine dans des taux à T plus DT, moins le nombre de molécules de nicotine à T, c'est celle qui rentre moins celle qui sort, plus un terme source. Bon, il n'y a pas de terme source dans la peau. On développe la densité fois le volume. Ce qui rentre, c'est bien Jn fois SDT, ce qui sort en x plus dx, les développements limités à l'ordre 1, les SDT dx qui simplifient. La loi de Fick, puisqu'on est bien en diffusion pure dans la peau, hein, donc là il n'y a pas de problème, il n'y a pas de convection dans la peau. Et on obtient l'équation de diffusion, voilà, en coordonnées cartésiennes, celle qu'il faut connaître par cœur, qu'on peut vous demander de donner directement, vérifiée par la densité particulière en molécules de nicotine. Alors dans la question 2, c'est pas écrit, donc c'est à vous de prendre l'initiative, enfin, en tout cas de dire qu'on ne sait pas résoudre cette équation. On n'attend pas dans cet exercice une évaluation grossière.
Il n'y a pas l'outil informatique, donc il faut se placer dans l'hypothèse d'un régime quasi stationnaire, donc approximation des régimes quasi stationnaires à RQS. Donc considérer que le temps de diffusion, donc le temps moyen de diffusion, donc le temps que vont mettre les molécules de nicotine pour traverser l'épaisseur de peau, ça va rester très très petit devant le temps caractéristique de variation de N1 de T, donc de la densité en molécules de nicotine dans le patch de nicotine. Ça permet de considérer que dN sur dt est nul, enfin considéré comme quasi nul, donc de pouvoir résoudre mathématiquement. On a donc l'expression de N, avec les conditions limites, en x égale 0 à l'interface patch-peau, on a donc la densité N1 de T de nicotine dans le patch, et en x égale E à l'interface peau capillaire sanguin, on suppose que c'est 0, puisque par convection forcée, la nicotine est entraînée très loin et ne peut pas rester stockée à cet endroit-là. On obtient donc l'expression de nxt. Dans la question 3, on en déduit donc Jn par la loi de Fick, donc grand D N1 sur E. Le débit de particules, le flux de particules, donc le flux de molécules de nicotine, c'est pareil. Donc Jn fois la surface. On voit bien que ça ne dépend pas de x, qu'il y a continuité du flux de particules, c'est comme le flux thermique, le flux de particules il est continu à travers toutes les interfaces, quels que soient les phénomènes. Donc le flux de particules, on a pu le calculer en x égale 0, ou en x quelconque, ou en x égale e, ça n'a pas d'importance, c'est toujours le même, il est bien indépendant de x. Et on a bien donc N1 qui est égal à E sur ds fois phi n. Alors ici ce serait N1 moins N2 pour la loi d'Ohm, mais N2 vaut 0, puisqu'on a dit que la nicotine, il n'y en avait plus en x égale E. On reconnaît bien la loi d'Ohm de la diffusion qu'on avait vue dans le cours, et le RDIF, la résistance à la diffusion, petit e sur ds. Alors dans la question 4, il est temps de nous intéresser donc à la nicotine dans le patch, et donc de vérifier l'indication du pharmacien, voir si effectivement ça met une vingtaine d'heures à disparaître. Donc on fait un bilan en molécules de nicotine, mais cette fois-ci dans tout le patch de nicotine entre T, T plus DT. Alors là, attention, on ne mélange pas tout. L'approximation des régimes quasi stationnaires, c'est uniquement pour les petits volumes d'étau, c'est uniquement quand on démontre l'équation de diffusion. Là, le système, c'est le patch entier, c'est pas un petit volume d'étau, le patch entier. Et si on considère qu'on est dans la RQS, à ce moment-là, on dit que N1 dépend plus du temps. Or, on veut mettre en évidence la diminution de N1 au cours du temps. Donc pas d'ARQS ici, donc le nombre de molécules de nicotine dans le patch à T plus DT, donc c'est le volume du patch fois la densité particulière N1. Voilà, le volume du patch, ce sera donc E' fois S, S la surface du patch, E' l'épaisseur du patch. C'est donc égal à moins delta N sortant. Il n'y a pas de nicotine qui rentre dans le patch, il n'y a pas de terme source dans le patch, donc moins delta N sortant, donc moins phi N dt. Avec phi N, le flux de particules, le flux de molécules de nicotine, qui passe du patch vers la peau et qui traverse la peau. Et puisqu'il y a continuité de phi N, en x égale à 0, quel que soit x, c'est bien le phi N qu'on a évalué tout à l'heure. Donc j'ai bien cette égalité-là, après le développement limité à l'ordre 1, pour faire apparaître dN1 sur dt, et j'ai l'équation différentielle vérifiée par N1. C'est bien une équation différentielle du premier ordre, elle est bien stable, N1 ne va pas exploser, donc on ne s'est pas trompé. C'est bien le même S, la surface du patch de nicotine et la surface de peau considérée, c'est bien la même, puisqu'on s'intéresse uniquement à la surface de peau qui est traversée par les molécules de nicotine, c'est bien la même surface. Donc si je remplace le volume par E'S, je fais bien apparaître taux, le temps caractéristique E' sur D, d'ailleurs E égale E' ici. J'ai bien l'expression de N1, donc c'est bien une exponentielle décroissante, avec N1 à t égale 0. Alors, on vous demande d'évaluer donc la durée de vie du patch, on va l'appeler TV, et en considérant que c'est fini, qu'il n'y a plus de diffusion de nicotine quand il reste plus que 0,1% de nicotine dans le patch. Donc on va s'intéresser à T égale TV, donc c'est quand N1 égale 10-3, N1 à T égale 0, 0,1%, donc 10-3. On en déduit bien TV, donc moins taux ln de 10-3. Quand on fait l'application numérique, on trouve 19,2 heures. Alors le pharmacien, enfin en tout cas le fabricant du patch, il indiquait 21 heures. Bon, ça veut dire que c'est peut-être encore un petit peu actif en dessous de 0,1%. Il y a encore un peu de nicotine qui passe dans le sang. En tout cas, on a un résultat qui est cohérent. Et pour l'approximation de la RQS, le taux diff, donc le temps de diffusion des molécules de nicotine à travers la peau, c'est donc l'épaisseur de peau au carré sur D. Ça fait 10 000 secondes, 2,78 heures. Bon, ça reste pas 10 fois plus petit, mais c'est plus petit que TV. Bon, là, on va dire que la RQS, c'est un peu bof. Ça reste correct, mais c'est pas super bien vérifié comme dans d'autres situations. En tout cas, on n'avait pas d'autres moyens d'évaluer. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on trouve 19 heures et pas 21 heures. Enfin, bon,
c'est tout à fait correct notre modélisation. Donc voilà, c'est terminé pour le TD de lundi. On terminera donc ce TD numéro 8 mercredi après-midi, a priori en présentiel, hein, puisque on se retrouve mardi matin en cours. Je maintiens l'interro de mardi matin. Voilà. Je maintiens, comme j'ai indiqué les programmes de colle, hein, sur Pronote, je maintiens l'école comme prévu mardi après-midi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai proposé un rattrapage de colle à ceux qui avaient une colle supprimée donc la semaine dernière, c'est-à-dire vendredi et jeudi soir d'ailleurs. Donc j'ai proposé, si j'ai pas de réponse de ces personnes, c'est que je considère que pour eux ça pose pas de problème. Si jamais des élèves devaient avoir colle avec moi mardi après-midi et s'ils sont absents mardi après-midi, bah, j'aimerais bien que des camarades qui ont colle mercredi, jeudi ou vendredi, s'ils peuvent les remplacer mardi, ça m'arrangerait, comme ça on gagnera un petit peu de temps. Et puis bah, si vos camarades absents mardi reviennent d'ici mercredi, jeudi, vendredi, ils pourront reprendre votre place. Donc je vous laisse vous organiser entre vous si possible. Je vous remercie si ça se passe bien, comme ça on perdra pas de temps. Hein, puisque voilà, c'était une petite péripétie. Si tout le monde revient mardi, mercredi, voilà, ça n'aura pas beaucoup d'influence sur votre progression. Allez, bon courage et n'hésitez pas à m'envoyer des mails à partir de lundi matin si vous avez des questions sur ce TD, hein, évidemment, il n'y a pas de problème, je réponds individuellement comme je l'ai fait ce week-end pour ceux qui avaient des questions sur le cours de vendredi. Voilà, je n'ai rien à ajouter.